des constats, je voulais juste rajouter que la réflexion de la réforme s'appuie aussi sur de grandes faiblesses constatées du système de formation professionnelle continue. Alors, constatez et que vous pouvez retrouver, enfin si vous avez accès par exemple au rapport de la Cour des comptes d'octobre 2008, le rapport de la Cour des comptes il est extrêmement clair, il va vous dire que l'efficacité du système de formation professionnelle est limitée. D'abord parce que les formations sont largement inadaptées aux besoins des individus et des entreprises. Deuxièmement, parce qu'il y a une véritable rigidité de l'offre. Troisièmement, parce que les financements sont abondants, mais leur répartition reste largement perfectible. Et puis ensuite, parce que l'action des différents acteurs est, c'est la formule du rapport de la Cour des comptes, faiblement cohérente. Alors quand on connaît la subtilité du vocabulaire administratif, on sait ce que ça veut dire faiblement cohérent. Ça veut dire, c'est pas ça du tout. D'autre part, le document d'orientation du gouvernement lui-même va indiquer un dispositif de collecte des fonds qui est fortement cloisonné, qui manque de transparence, en particulier en ce qui concerne ses coûts de gestion, va dénoncer l'accompagnement insuffisant des personnes et des entreprises, en particulier dans la construction des projets et dans la partie un peu prospective, va pointer aussi un certain nombre d'inégalités dans l'accès à la formation, inégalités encore trop fortes pour certains publics, les moins qualifiés, les plus âgés, ou alors pour les petites et particulièrement les toutes petites entreprises, quoi. Et enfin, un système d'évaluation qui, lui, est très limité par les moyens mobilisés. Alors, sur ces bases-là, le rapport Ferracci, lui, va s'attacher à dégager quelques grandes orientations, à travailler autour de quelques grandes orientations. On va simplement les citer pour mémoire, qu'on sache que la première, c'était bien de repositionner et d'articuler les responsabilités des acteurs. Ça, c'était la première des choses, et M. Fortéazin a commencé déjà à aborder ce sujet-là avec le repositionnement des responsabilités de la région. Donc il s'agit bien de clarifier des compétences, de clarifier des modalités de gouvernance et éventuellement de réfléchir à réduire le nombre d'instances de concertation dans cet univers-là. Deuxième grande orientation, c'est optimiser le financement. Et c'est surtout en fait optimiser la coordination entre les différents acteurs et les sources de financement à partir du moment où ils sont obligés d'avoir des interventions communes. Troisièmement, c'est repenser les modalités de la gouvernance du système, c'est-à-dire arriver à formuler plus clairement des stratégies et des politiques à tout niveau, et on le verra en particulier au niveau régional, et par ailleurs aussi renforcer le dialogue social autour de la formation professionnelle. Autre axe, celui de l'amélioration de l'évaluation du dispositif. On ne va pas en dire plus, on comprend à quoi ça renvoie, mais il s'agit bien d'aller vers un dispositif d'évaluation systématique et des politiques et des objectifs et de l'atteinte de ces objectifs-là. C'est replacer l'individu au cœur de la formation professionnelle, pas parce que ça fait bien de le dire, mais simplement parce qu'on constate que les individus ont des aspirations et des attentes différentes et diversifiées. Il est évident qu'entre l'aspiration des salariés ou les aspirations des salariés et celles des demandeurs d'emploi, on n'est pas devant les mêmes choses et on ne peut plus apporter de réponse générique globale. Dernière grande orientation, c'est s'ouvrir à des logiques, je dirais, de parcours, à des logiques qui s'inscrivent dans le temps, des logiques de projet professionnel. Alors, je saute l'une ou l'autre diapositive pour les gens qui les voient, mais qui n'apportent rien. Premier maintenant, première des grandes recommandations issues du rapport Ferracci, celle qui consiste à clarifier les compétences entre acteurs. Alors, s'il y a quelque chose qui est clair, mais admis par tous, c'est la pertinence de l'échelon régional. À peu près tout le monde est d'accord là-dessus, mais il faut quand même constater qu'autour de l'échelon régional existe un ensemble d'acteurs, de responsabilités et de champs de compétences diversifiés. Donc on a premièrement besoin de définir la région, ou de définir au niveau de la région,
un lieu de rencontre, d'échange, de coordination entre ces différents acteurs pour améliorer la cohérence des dispositifs, tant pour leur élaboration que pour leur mise en œuvre. Alors, M. Fortey-Hazens le disait, ce lieu central, ça pourrait bien être le comité de coordination régionale de l'emploi et de la formation professionnelle. Ça pourrait bien être ça, qui permettrait justement de lier la formation professionnelle et les politiques d'emploi. Certes, il resterait à gérer la coexistence avec les conseils régionaux de l'emploi qui resterait posée. Et par ailleurs, il y aurait nécessité, pour ces comités de coordination régionaux, clairement, de définir et d'adapter des règles de fonctionnement et d'autre part, d'homogénéiser les règles de fonctionnement et de les expérimenter pour l'ensemble de ces comités de coordination rénovés. Dernière chose à ce stade-là, ça serait sans doute faire du plan régional de développement de la formation, le PRDF, parce que les Français aiment bien les sigles, le support central de programmation et stratégique de la formation au niveau d'une région, à partir du moment où la région a bien la possibilité de gérer cette interpénétration entre le monde de l'emploi et celui de la formation professionnelle. Donc, premier axe, clarifier les compétences des acteurs, c'est essentiellement repositionner et outiller la région. Deuxième axe, c'est structurer le droit à la formation différée. Donc aujourd'hui, ça consiste en quoi? C'est de dire que de toute façon, on s'appuie sur une formation initiale qui est efficace. Ça, personne n'en disconvient. Et il s'agirait plus de développer, à l'issue de cette formation initiale, une orientation positive et pas, comme on a pu le voir parfois, une orientation par défaut. Donc, par rapport à ça, il est clair que là, le développement de la formation en alternance, les contrats de professionnalisation, vu que la logique et le développement de l'apprentissage viennent accompagner une réelle orientation tout au long de la vie et qui est beaucoup plus large, beaucoup plus englobante que juste l'évaluation à l'issue de la formation initiale, puisqu'elle va concerner l'ensemble des actifs. Et d'autre part, elle va nécessiter pour des acteurs et des structures comme les vôtres ou les nôtres, de développer une dimension d'accompagnement et de conseil du personnel et du public, et non plus simplement, je dirais, une dimension de réponse à la question posée, quoi. Enfin, il faut que cette formation différée soit réellement inscrite dans des parcours et dans une logique diplômante, ce qui est un champ de progrès aussi. Troisième grand axe mis en avant par le rapport Ferracci, c'est ce qui renvoie à la sécurisation des parcours professionnels. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de cibles qui sont faciles à traiter, et puis il y a des cibles beaucoup plus complexes à traiter. Qu'est-ce que c'est que les cibles beaucoup plus complexes à traiter? C'est toutes les populations qui sont à l'intersection des compétences entre acteurs. On ne sait pas très bien qui fait quoi pour elles. Et ce sont toutes les cibles qui ne sont pas repérées par les acteurs actuels. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle, selon la formule consacrée, vous savez, les gens qui sont passés par les trous de la raquette, quoi. Et là, il y a un véritable débat en ce qui concerne justement ces cibles plus complexes. C'est bien entendu, il faut mettre en place des moyens qui leur soient dédiés. Reste à savoir si ces moyens renvoient plus à la mise en place d'un fonds pérenne qui va traiter spécifiquement ces populations, ou alors s'il faut aborder ces populations au travers d'une logique de projet autour desquels les acteurs seraient amenés à se coordonner et qui permettraient de mobiliser les moyens sur des priorités qui pourraient être définies au niveau, par exemple, des régions. Justement, c'est pour traiter ces articulations entre l'emploi et la formation professionnelle. Quatrième grand axe du rapport Ferracci, c'est tout ce qui va renvoyer à l'évolution et à l'encouragement et au soutien du congé individuel de formation et du droit individuel de formation. Alors, ce qui en est dit aujourd'hui, c'est que le CIF, c'est un outil intéressant.
C'est un outil intéressant qui permet d'accompagner les évolutions professionnelles, éventuellement d'accompagner des changements de métier et des reconversions. Mais le flux reste faible et il est réservé aux personnes en situation d'emploi. Donc il s'agirait de l'élargir à d'autres publics, par exemple les publics touchés par un licenciement économique. Donc il y a de véritables questions qui se posent autour de la portabilité du congé individuel de formation. De l'autre côté, en ce qui concerne le droit individuel de formation, à peu près tous les acteurs sont d'accord pour dire qu'il faut le laisser vivre et que c'est encore trop tôt pour aujourd'hui définir réellement des mesures de repositionnement, mais que sans doute il va falloir réfléchir sur une meilleure articulation entre le droit individuel à la formation et toutes les logiques de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, ou de gestion prévisionnelle des professionnalismes. Enfin, en ce qui concerne l'évolution du CIF et du DIF, il faut aussi réfléchir à une amélioration de la collecte des fonds. Donc c'est sans doute restructurer le réseau des fonds GESIF pour arriver à regrouper les financements du congé individuel de formation sur les fonds GESIF et recentrer leur activité sur ces congés individuels de formation. Axe suivant du rapport Ferracci, c'est tout ce qui concerne l'évolution du financement de la formation professionnelle. La question centrale là, c'est pas augmenter le volume, mais c'est améliorer l'efficacité des financements. J'ai donné les chiffres avant, 25 milliards d'euros pour la formation professionnelle. Bon, on sait que c'est suffisant. Ce qu'il faut, c'est mieux les utiliser, quoi. Éventuellement, reclarifier aussi les règles du financement public du système de formation professionnelle, qui pour une partie pourrait d'ailleurs être intégré dans les dotations globales de fonctionnement qui arriveraient chez monsieur mon voisin d'une façon ou d'une autre. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la moyenne aujourd'hui de l'effort de formation, en termes de pourcentage de la masse salariale pour les entreprises, se situe à 3%. C'est la moyenne, certes il y a des disparités, mais 3%, alors que l'obligation légale, elle est de 1,6%, dont 0,9 lié au plan de formation. Donc ça pour les techniciens, quoi. Donc l'utilité de la formation n'est pas à démontrer pour les entreprises, mais il faut rationaliser l'utilisation des financements. Et là, l'entreprise est sans doute aussi un acteur privilégié de cette rationalisation-là. Enfin, il y a des réflexions à engager sur le niveau de l'obligation et le caractéristique de l'obligation légale, qui d'une part pourrait devenir conventionnelle et qui d'autre part pourrait progressivement tendre à rapprocher l'obligation pour les entreprises de plus de 10 salariés de celle des entreprises de moins de 10 salariés. Bon, la différence, c'est pour la part liée au plan de formation, c'est 0,9% pour les uns, 0,55% pour les autres. Enfin, et ça peut intéresser les régions, il y a aussi des suggestions de décentraliser les financements de la formation pour certaines populations particulières, handicapées, détenues en particulier. Sixième axe, désolé, il y en a 8. Je vous préviens tout de suite, le document d'orientation, il n'y en a plus que 4. Donc on va gagner les choses. Mais donc nous sommes à au sixième axe du rapport Ferracci sur les 8. Bon, ça va être plus rapide. Il s'agit effectivement de faire évoluer le métier et la gouvernance des OPCA de façon plus à leur demander d'avoir une fonction, je dirais, d'accompagnement, à devenir une espèce de structure d'information et d'aide à destination des entreprises. Et c'est sans doute dans cet élargissement-là de leur offre qu'il faut voir la pérennité des OPCA. Enfin, et c'est à signaler aussi, il va falloir très certainement professionnaliser et codifier ce que sont la prescription et l'achat des prestations de formation au niveau des OPCA.
Septième axe, c'est du rapport Ferracci, c'est tout ce qui va renvoyer à en fait le besoin d'augmenter la transparence, la lisibilité, l'évaluation et le contrôle des politiques ou de la politique et du système de formation professionnelle. Alors aujourd'hui, il y a un constat, c'est la faiblesse des outils de connaissance de ce dispositif-là. En fait, peu d'informations, peu de statistiques. C'est la faiblesse aussi du dispositif d'évaluation qui doit de plus en plus être capable de produire une évaluation qualitative, financière, alors que bien souvent elle est purement quantitative. Alors ça, c'est une réflexion autour de l'amélioration du système d'information, de se doter d'une capacité à anticiper les besoins de l'économie ou les besoins des acteurs économiques, parce que s'inscrire dans des logiques de parcours, c'est nécessairement voir plus loin. Donc c'est se doter de ces capacités, être prospectif à la matière, et enfin de se doter de systèmes d'évaluation systématique des politiques en matière de formation professionnelle. Dernier axe proposé par le rapport Ferracci, c'est ce qui va renvoyer à l'amélioration de la qualité de l'offre. Alors ce dont on est conscient, alors de l'offre, bien entendu, de l'offre de formation. Alors ce dont on est conscient, c'est qu'il n'existe pas d'outil universel de contrôle et d'évaluation de l'offre de la formation. Mais améliorer l'offre, c'est très certainement, alors que Madame Andriol disait, on a été très longtemps dans une logique justement de l'offre de formation, c'est sans doute de passer à une logique cette fois-ci de demande qui prime sur l'offre, quoi. Alors, la demande qui prime sur l'offre, c'est une responsabilisation accrue des employeurs, des partenaires sociaux, c'est une amélioration du lien entre les prescripteurs, les acheteurs et les fournisseurs, c'est une amélioration de la qualité et des modalités d'achat de la formation, c'est le développement de logiques de partenariat, c'est une autre façon aussi d'aborder les compromis coût-qualité en matière de formation, et c'est aller, là aussi, vers un système d'évaluation sans doute pluriel, du type labellisation, donc on réfléchit beaucoup à ça, évaluation par le marché, évaluation interne, évaluation du type 360 degrés, etc. Donc l'amélioration de l'offre de la formation, ça va être essentiellement ça. C'est cette demande qui prime sur l'offre, et d'autre part, avec les conséquences que ça a et que j'ai décrit, et d'autre part, la mise en place de ce système d'évaluation plus systématique.